Avancez, mais faites attention, c'est pourri ici. Il faut qu'on monte dans le train. Pour la famille Rivera, c'est un exode à haut risque de 3000 km depuis le sud du Mexique jusqu'à la frontière américaine. On est 7 en tout. On vient du Honduras. Il y a mon épouse Dania, ma fille Daniela, mon fils aîné là-bas, Darrell, mon petit-fils, ma belle-fille et mon autre petit-fils, Daniel. Le petit Daniel a 2 ans. En vérité, je ne suis pas du tout rassuré de marcher sur une voie ferrée. En pleine nuit, avec mon fils, sous la pluie, on va choper la crève. Daniela a 13 ans. José, 12 ans. C'est l'angoisse, j'ai peur. Irma, la mère, n'est pas plus rassurée. J'ai déjà plus envie de partir. Vous n'avez pas d'autre moyen de voyager? Non, il n'y a pas d'autre option. Si on prend le bus, on se fait attraper tout de suite par la police. Saleté de fourmis rouges. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Comme la famille Rivera, ils sont une centaine de migrants cette nuit-là à embarquer clandestinement à bord de ce train de marchandises. Un train au funeste surnom. On l'appelle la Bestia. La bête, parce qu'elle ne respecte personne. Elle mutile, elle arrache des jambes, des bras ou les deux. Elle peut tuer aussi. Rien ne l'arrête. Nous, on va voir comment on va survivre. La Bestia, c'est un monstre de bruit et d'acier. Chargé de ciment, d'essence ou de farine, ce train de marchandises traverse tout le Mexique à la vitesse de 40 km à l'heure et mesure jusqu'à 1200 mètres de long. C'est le principal moyen de transport des clandestins pour gagner les États-Unis. Mais il y a un prix à payer. Voyager en équilibre au-dessus des rails pendant 1 mois, au péril de sa vie. La pluie a cessé, mais la première nuit a été difficile pour la famille Rivera, qui s'est réfugiée dans ce wagon-benne. Oh, je peux à peine marcher. La nuit a été pénible. J'ai hyper mal au dos. Pas sûr que le petit Daniel comprenne exactement ce qui lui arrive. Ses parents font tout pour le bichonner. Au Honduras, son père était électricien, sa mère serveuse. La famille s'en sortait jusqu'ici avec 150 € par mois. Elle a dû quitter le pays du jour au lendemain. Si on était resté au Honduras, on nous aurait tués, moi et ma famille. Pourquoi? À cause des gangs. Ce sont des gens qui volent, qui tuent et qui raquettent. C'est la mafia. Ils rançonnent les gens humbles comme nous et leur prennent tout leur argent. « 90% des clandestins à bord viennent du Honduras. Ce pays détient le taux d'homicide le plus élevé au monde. C'est aussi l'un des plus pauvres du continent. Le petit José est presque soulagé d'avoir quitté sa maison. Moi, je veux aller aux États-Unis parce que là-bas, au moins, on ne nous menacera plus. Personne ne voudra nous tuer comme dans mon pays. Ils ont quitté le Honduras avec 200 $ en poche. Il ne leur reste presque plus rien
juste de quoi acheter quelques galettes de maïs. C'est très dur parce que nous, les adultes, on ne mange rien. Le peu de nourriture qu'on a, c'est pour les enfants. Alors pour se nourrir, vas-y, attrape-la! Ils font la cueillette. Quelques fèves de cacao qu'ils partagent toujours avec leurs compagnons d'infortune. On est très solidaires. On ne laisse personne de côté. Ah, elle est mûre, celle-là. « 24 heures après le départ, ils sont maintenant plus de 300. Et leur nombre ne cesse d'augmenter. À chaque village traversé, de nouveaux clandestins grimpent sur la Bestia en marche. Au risque de tomber ou de laisser un membre sous les roues du monstre. Le moindre faux pas, la moindre inattention peut être fatale, en particulier sur les toits. Attention! Attention aux branches! Ça tape fort! C'est vraiment dangereux! On ne peut pas dormir, il faut vraiment rester éveillé. Sinon, on tombe. La Bestia ferait des dizaines de morts et des centaines de blessés chaque année. Mais la hantise de tous les migrants, ce sont surtout les opérations de la police mexicaine qui stoppent régulièrement le train pour les arrêter. Il y a l'immigration. Où ça? Devant, apparemment. Attention aux branches. Si jamais l'immigration est vraiment là, faut s'enfuir. Sinon, ils nous attrapent et nous renvoient dans notre pays. Certains se tiennent prêts à fuir entre les wagons, à quelques centimètres des roues. On s'arrête. L'an dernier, 175 000 clandestins ont été expulsés du Mexique avant même d'atteindre la frontière américaine. Cette fois, c'était une fausse alerte. Le train repart. Mais il n'y a pas que l'immigration mexicaine qui traque les migrants. Il y a aussi les gangs ultra-violents qui les assaillent, les rackettent, les tabassent. Jamie, 31 ans, hondurienne elle aussi, a failli être assassinée par une bande armée qui l'a prise en otage pour tenter d'exiger une rançon de sa famille. On marchait sur la voie. Une voiture s'est arrêtée. 4 hommes armés sont descendus. Ils avaient des armes de guerre. Ils nous ont conduits dans un lieu abandonné, un peu comme ici, complètement désert. Il n'y avait rien. Ils nous ont gardés pendant 36 heures, attachés. Regardez, j'ai encore les marques. On était ligotés au sol, sans eau et sans nourriture. Et ils nous ont harcelés pour qu'on leur donne un numéro de téléphone ou un numéro de compte. On leur a répondu qu'on n'avait rien, qu'on ne se souvenait plus. Si tu leur réponds mal, tu te dis ils vont me tuer. Si tu leur réponds ce qu'ils veulent, ils te tuent aussi. Au moindre faux pas, ils te tuent. Et finalement, ils nous ont libérés. Je peux vous dire qu'on est très peu à sortir vivants de ce genre de situation. Selon les autorités mexicaines, 11 000 migrants sont pris en otage chaque année par les gangs. Près des 2 tiers ne s'en sortiraient pas vivants. Après 2 jours de voyage... Regarde, la rivière. Et seulement 300 km parcourus, la Bestia fait sa première escale. Les enfants d'abord.
Ils sont près d'1 millier à descendre des wagons. Pour la famille Rivera, la priorité, c'est trouver un moyen d'acheter à manger. Merci. Je me sens mal. Vas-y, avance un peu par là. C'est la première fois que je fais la manche, mais c'est le prix du rêve américain. Et comment vous vivez ça? C'est triste, mais on est obligé de le faire. Vas-y, demande-lui un peu de monnaie. Sur le parcours, très peu d'organisations humanitaires. Mais un étonnant réseau de solidarité s'est mis en place. Ce sont des citoyens lambda comme Norma Romero, une agricultrice installée à moins de 50 mètres des voies. Je tends l'oreille pour essayer de savoir si le train arrive. Parce qu'on l'entend siffler de très loin. Donc quand on l'entend, on charge les repas pour les amener sur les voies. Le train arrive! On y va vite! Prenez tout! Allez, on court! Avec sa sœur et des voisins, elle collecte de la nourriture dans son village et la distribue tous les jours. Vas-y toi, descends là-bas! À la volée. Descends le plus bas possible! Aujourd'hui, c'était un train court. Et puis il allait vite. C'était pas facile, mais on a réussi à distribuer les repas. C'est une satisfaction pour nous. Car on a pu leur donner à manger. Ça fait 23 ans qu'on fait ça. Et on n'arrêtera pas. Car même si ce qu'on fait, c'est pas grand-chose, ça leur donne un peu de réconfort. Norma accueille chez elle 2 migrants en ce moment. Parmi eux, José, un Hondurien de 21 ans, traumatisé par la bestia. Quand on est arrivé à la ville d'Orizaba, le train sur lequel j'étais a déraillé. Beaucoup de mes amis ont eu de graves fractures. Grâce à Dieu, moi, je n'ai rien eu. C'est une zone où les bandits attaquent le train. C'est pas la première fois qu'ils font dérailler les wagons. Tout ça pour voler la cargaison. L'accident dans lequel José a été impliqué a fait 40 blessés. Et par miracle, aucun mort. En 2018, la bestia a déraillé à 7 reprises, faisant 5 morts et des centaines d'estropiés parmi les migrants. À chaque fois, pour des vols de marchandises ou des vols de rails revendus au poids. Seul un migrant sur 2 réussit à traverser ce Far West mexicain pour se rapprocher de la frontière américaine, de l'autre côté de ce désert. Arrivé à Caborca, l'un des 8 terminus de la bestia, après 1 mois sur les rails. Il faut vraiment avoir du courage pour monter là-dessus. J'ai plein de compagnons qui ont renoncé en route. Mais moi, j'y ai mis du cœur et j'ai été plus fort que la bête. Aucune joie sur leur visage, car la dernière étape de leur périple est la plus dangereuse. La frontière n'est qu'à 150 km
Mais côté mexicain, c'est le territoire des cartels. Ils contrôlent le trafic de drogue, mais aussi le trafic d'êtres humains. Dans le seul refuge de la ville, ils sont près de 140, entassés dans des cabanes. Comme Osmani, arrivé il y a 3 jours, tous savent qu'il faudra payer un droit de passage au baron de la drogue, d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs options pour traverser. Soit tu trouves un passeur, tu payes au moins 5 000 $ pour avoir le droit de traverser. Ou si tu n'as pas d'argent, tu fais comme tout le monde. Tu portes le sac à dos, comme on dit. Ça veut dire quoi, porter le sac à dos? C'est un sac chargé de drogue. Tu transportes leur drogue. Mais si tu livres pas la canne, ils te butent. Pour moi, c'est pas possible. Tenter de passer sans payer le cartel, c'est risquer de prendre une balle dans la tête. Alors certains se sont résignés à jouer les mules. Moi, je vais le porter, le sac à dos. Si j'avais de l'argent, je ne transporterais pas de drogue. Ça ne vous fait pas peur? Non. Non. Mais c'est pas dangereux? Si, mais je dois prendre le risque. C'est la loterie. Il faut en avoir dans le pantalon et tenter sa chance. S'ils sont arrêtés par la police américaine avec de la drogue, les clandestins risquent 6 mois de prison ferme avant d'être expulsés. Ce trafic d'êtres humains, nous avons pu le filmer avec l'autorisation du baron local. Le cartel veut nous montrer qu'il prend soin de sa clientèle. Dans les sacs à dos de ces migrants guatémaltèques, pas de drogue. Tous ont payé leur droit de passage, 6 000 $ par tête. Ce sont mes provisions pour le trajet. Des gâteaux, des jus de fruits. Des galettes. Ça pèse combien? Environ 25 kilos. Ils s'apprêtent à marcher pendant 8 à 10 jours dans le désert jusqu'à la ville de Tucson, en Arizona. Le cartel fournit le passeur et les tenues camouflage. Ça, ce sont des chaussons qu'on met par-dessus les chaussures. C'est pour que l'immigration ne puisse pas suivre nos traces. On a aussi des bouteilles noires pour qu'il n'y ait pas de reflets et qu'on ne nous repère pas. Ils sont d'abord conduits à proximité de la frontière par un chauffeur employé par le cartel. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12. Le compte est bon. 2 passeurs et 10 migrants. 6 heures de route sur des pistes défoncées. Pour le transport, le chauffeur est payé 60 $ par le cartel qui rémunère aussi les passeurs. Ricardo, t-shirt turquoise, et Vicente, maillot noir. Ils vont guider les clandestins jusqu'à leur ville d'arrivée, aux États-Unis. Pour chaque personne que j'emmène aux États-Unis, je gagne 1 000 $. Aujourd'hui, j'en emmène 6. Donc j'ai empoché 6 000 $. C'est un bon business. Que répondez-vous aux gens qui vous accusent de faire du trafic d'êtres humains? J'en sais rien. Moi, je fais mon boulot. Mon travail, c'est de connaître le désert. Je les aide et je les considère comme des êtres humains. Les passeurs risquent 5 à 10 ans de prison au Mexique. Mais ils ne sont presque jamais arrêtés de ce côté de la frontière. Qu'est-ce qui se passe si la police vous contrôle? Ça dépend de quel service de police. Si c'est la police municipale ou la police d'État, il ne se passe rien. Non, eux, ils vont contrôler les gens et puis ils nous laissent tranquilles. Par contre, il faut se méfier de la police fédérale. Et pourquoi il ne se passe rien avec la police municipale ou la police d'État?
Il travaille avec le cartel? C'est un secret de polichinelle. Certains services de police sont corrompus par les cartels pour couvrir leur trafic. D'ailleurs ici, l'économie de l'immigration clandestine est parfaitement organisée. Si vous voulez, ici, il y a un magasin où vous pouvez acheter des burritos, du soda, des faritas ou des bonbons. Une épicerie dans une ferme, en plein désert. Un autre soda? Des bonbons aussi, s'il vous plaît. Attendez, laissez-moi d'abord terminer avec monsieur. Ça fait 80 pesos. Ici, le soda est 3 fois plus cher qu'en ville. Vous avez beaucoup de migrants dans votre magasin? Bon, ce que vous voyez ici, ce genre de choses, bon, moi je suis juste là pour rendre service, les aider et puis c'est tout. Salut, à bientôt. À l'arrière de la camionnette, les clandestins n'échangent pas une parole. J'ai peur parce qu'il y a beaucoup de risques. Il y a plein de gens qui meurent pendant la traversée, à cause de la fatigue et de tout ce qui peut nous arriver sur le chemin. J'espère que Dieu nous aidera à tous arriver sains et saufs de l'autre côté. L'an dernier, 416 cadavres ont été retrouvés dans le désert. Certains avaient été abandonnés par leurs passeurs. Bon, on va se mettre en marche. Faites bien attention à vous. Ne perdez pas votre eau. Faites attention à ce que le bouchon soit bien fermé pour ne rien perdre. Faut vraiment faire attention à l'eau. Faites gaffe aussi où vous mettez les pieds. Il y a plein de serpents. On y va. Un premier groupe de 6 clandestins prend le chemin de la frontière situé à 2 heures de marche. Le second groupe est déposé 50 km plus loin. Ils sont 4, dont une femme. C'est un atout d'avoir une femme dans le groupe, parce qu'on doit toujours batailler avec les hommes pour qu'ils avancent. Les femmes sont de meilleures marcheuses. Allez, salut, bonne route. Ouais, je te revois bientôt. J'espère que tout se passera bien pour vous. Merci à tous. À bientôt, l'ami. On va s'approcher de la frontière à pied et on va se reposer jusqu'à demain. Ensuite, on va chercher un point de passage. Il faut être vigilant. S'ils parviennent à franchir la frontière, les premiers kilomètres côté américain seront les plus difficiles, à cause des patrouilles de police. Ensuite, il leur faudra encore marcher pendant 8 jours sous des chaleurs caniculaires pour rejoindre Tucson, en Arizona. Depuis la fin de ce tournage, il y a 3 semaines, nous n'avons pas réussi à obtenir de nouvelles de ce groupe. Sont-ils passés? Ont-ils été arrêtés? Téléphone, mail et réseaux sociaux sont restés muets. À quelques centaines de mètres de la frontière américaine, côté mexicain, nous sommes conduits dans une planque du cartel de Juarez. J'espère qu'il va me répondre. Ce trafiquant de 25 ans commande une cellule spécialisée dans le passage de drogue aux États-Unis. Nous l'appellerons Marco. C'est le mec qui doit m'apporter la marchandise. Et une arme dont on aura besoin un peu plus tard. Pour communiquer, il utilise plusieurs téléphones et parle en langage codé. Allô? Je vais passer dans pas longtemps. J'attends plus que le 16. Je me mets en route. Ok, à tout à l'heure. C'est bon, ils vont m'apporter le 16.
Et c'est quoi le 16? C'est un code qu'on utilise pour désigner la drogue. L'idée, c'est d'aller jusqu'à Chicago, passer la frontière, livrer. Ensuite, je mets l'argent dans la voiture et je reviens avec jusqu'ici. Marco est rémunéré 10 000 $ par mois par le cartel, qu'il a choisi car il peut entrer légalement aux États-Unis grâce à sa double nationalité, mexicaine et américaine. Amenez le sac. La cocaïne est apportée ici depuis un entrepôt secret, au dernier moment. Ça, c'est le matos qu'on va passer. Ici, ça vaut 3 000 $ le paquet. Et chaque paquet pèse 350 grammes. Aux États-Unis, ils valent 10 000 $ chacun. Là, aujourd'hui, j'ai 15 paquets à passer. Ça fait à peu près 5,5 kg. Ça fait 150 000 $. C'est une grosse somme d'argent. La cam, on la planque ici, tout simplement. Une fois que tout est remis en place, on ne voit plus rien. On n'a pas besoin de trop planquer la cam. On a un complice qui va nous faire passer. Il sait très bien ce qu'on transporte. Et qui est cette personne qui vous aide? C'est un douanier américain. C'est lui qui va me donner le signal quand je vais arriver au poste frontière. Quand il prend son service, il m'indique l'heure de passage. Si jamais il y a un problème, il me prévient. Je m'arrête et je fais demi-tour. Je ne peux pas risquer de perdre la marchandise. Elle vaut plus que ma vie. Marco prétend que le cartel corrompt des douaniers américains pour passer la drogue à la frontière. Nous ne serons pas autorisés à filmer le passage de cette voiture. Les trafiquants craignent que notre caméra attire l'attention d'autres douaniers. Les 5 kilos seraient passés sans encombre, en plein jour, par l'un des 4 ponts qui relient Ciudad Juárez à El Paso, au Texas. Selon le trafiquant, le douanier complice lui aurait indiqué une heure précise pour éviter les rondes de la brigade canine. Il l'aurait ensuite guidé jusqu'à Saguérite, visé les passeports et laissé passer la voiture sans la fouiller. L'immense agglomération de Juárez est la principale porte d'entrée de la drogue aux États-Unis. La démarcation entre les deux pays, c'est le fleuve Rio Grande. Côté américain, un premier grillage, suivi d'un mur de 8 mètres de haut. Dans ce no man's land, truffé de caméras et de capteurs de mouvement, seuls les douaniers de la Border Patrol peuvent circuler pour arrêter trafiquants et clandestins. Pour la première fois, le cartel de Juárez a accepté qu'une caméra montre comment il se joue de cette frontière parmi les plus surveillées au monde. C'est l'un des chefs de l'organisation qui nous a ouvert les portes. Un prisonnier de ce centre pénitentiaire d'État qui purge ici une peine de 50 ans de prison pour le meurtre d'un policier. Ça te plaît ici pour l'interview? Regarde avec les grilles derrière, c'est bien, non? Le prisonnier semble ici très à l'aise. Il a même des codétenus à son service. Ici, c'est bien? Dans la cour de la prison, un gardien nous surveille à distance, sans écouter notre conversation, pour le moins surprenante. Pourquoi avez-vous accepté de nous laisser filmer les opérations de votre cellule du cartel de Juárez? Pour être reconnu. Simplement pour qu'on nous connaisse. Moi, j'ai plus rien à perdre. Et on a tous un orgueil.
C'est pour être connu par la société, par le monde entier. J'ai plus de 70 personnes qui distribuent la cam pour moi. Et j'ai toute la main-d'œuvre qu'il faut pour gérer mes affaires. Je ne peux pas te dire comment je commande depuis ici, précisément. Simplement, je fais savoir à mes hommes ce qu'il y a à faire. Et eux savent très bien comment faire passer la drogue aux États-Unis. Se jouer de la frontière et tout ça. Moi, j'adore ça. Ça me motive, ce job. Tu vois ce que je veux dire? Je fais 150 000 $ par semaine. Imagine par mois. Ça fait plus de 600 000 $. C'est de l'argent facile. Le cartel de Juarez serait dirigé par 12 chefs mafieux. Presque tous sont en détention, mais depuis leur prison, ils contrôleraient un territoire et des cellules de narcotrafiquants. Pendant 2 semaines, nous allons suivre l'une d'entre elles. Ce jour-là, nous sommes escortés en périphérie de la ville, tout près du mur. Ferme bien ton sac. Dans ce sac à dos, une cargaison de drogue que cet homme doit passer le soir même aux États-Unis. S'il se fait prendre, il risque 20 ans de prison. Là, il y a 2 kilos de cocaïne. Et là, 500 grammes de cocaïne. Valeur au prix de gros, 45 000 $. Moi, je gagne entre 300 et 500 $ par passage. Les passeurs, c'est le bas de l'échelle. Ils sont pilotés par des lieutenants du cartel. Ce sont nos chefs qui nous donnent le feu vert pour passer à l'action. Tant qu'on n'a pas reçu le signal, on ne bouge pas. Ce jour-là, le lieutenant, c'est Daniela. Elle répercute les ordres du chef que nous avons rencontré en prison. Je leur ai dit qu'on allait attendre avec eux. Faut pas rester ici. On part du côté du pont. Le passeur circule toujours à moto pour pouvoir prendre la fuite avec la drogue à tout moment en cas d'arrivée des forces de l'ordre mexicaines. Le passage doit s'effectuer à la nuit tombée à proximité du centre-ville, sur les rives du Rio Grande. Bon, je t'explique. Tout va se passer ici dans très peu de temps. Allez, dépêchez-vous, allez-y. L'opération va prendre plus d'1 heure. Le passeur traverse accompagné d'un acolyte qui va l'aider à franchir le premier grillage. En traversant le fleuve, ils pénètrent illégalement en territoire américain. Ils peuvent donc être interpellés à tout moment. Mais Daniela et ses 2 comparses auraient en fait un rendez-vous. Essaye de voir si tu reconnais le douanier de la dernière fois. Qu'est-ce que tu dis? Normalement, c'est le même douanier que la dernière fois. On le connaît. C'est un petit gars avec les cheveux en pétard. Soyez attentifs, ils vont passer là. Daniela prétend qu'un agent de la Border Patrol les attend à moins de 150 mètres. C'est les douaniers qui récupèrent la marchandise? Oui, parce qu'on les paye pour ça. Et vous les payez combien? 5 000 $ par semaine chacun. Et donc là, ils seraient à 150 mètres, c'est ça? Mais moins que ça. Regardez, on les voit d'ici. On va s'approcher pour que vous puissiez les voir. Regardez, la Border Patrol est juste là. Dans leur voiture, ils ont accès à toutes les vidéosurveillances. Ils savent très bien où on est. Quand il y a des migrants qui essayent de rentrer, immédiatement, ils débarquent avec des hélicoptères et tout ça. Nous nous sommes déplacés pour filmer discrètement cette voiture au téléobjectif. Selon Daniela, cet agent de la Border Patrol est censé récupérer la drogue
et visiblement, il observe les trafiquants aux jumelles. Ce que tu vois là, ça vaut tous les discours. On est là depuis un certain temps et personne ne vient nous arrêter. Ni la police mexicaine, ni la douane. Selon Daniela, le chef du cartel organiserait ses trafics en fonction des heures de service des douaniers américains de mèche. Daniela lui rapporte les détails de l'opération. Ils ne sont pas arrivés pour la marchandise. Quelques minutes plus tard, une fourgonnette de la Border Patrol passe sans s'arrêter. C'est le signal, selon Daniela. Ils font toujours le même tour. D'abord, ils passent pour voir que tout va bien et donnent le feu vert. C'est à ce moment-là que l'autre voiture va venir pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est une autre voiture qui vient chercher la marchandise. Oui, la voiture qui va prendre la cam. Il est temps pour les deux passeurs d'escalader le grillage. Ils sont à découvert et Daniela n'est pas très discrète. Allez, aide-le à monter! Vite, vite! Mais bon sang, aide-le à monter! Mais c'est pas comme ça qu'on fait! Difficile d'imaginer que 150 mètres plus loin, le douanier n'a toujours rien vu. Les 2 kilos de cocaïne et les 500 grammes d'héroïne sont passés. Allez, on y va. Les deux passeurs retraversent tranquillement. Nous filmons dissimulés dans notre voiture et le douanier s'est rapproché. Donc c'est bien cette voiture qui va récupérer la marchandise. Oui, on a terminé le boulot, nous. Je vais leur indiquer que c'est bon et on va devoir y aller. Parce qu'ils vous ont vu et ils ne veulent pas s'approcher. Daniela donne le signal et nous ordonne de partir. On nous expliquera le lendemain que ce douanier aurait bien récupéré la drogue avant de la remettre à un trafiquant d'El Paso. Un mode opératoire parfaitement connu des autorités américaines. Les affaires de narco-douaniers font régulièrement la une des journaux télévisés. L'agent de la Border Patrol, Joel Luna, a été condamné à 20 ans de prison. L'affaire Joel Luna est l'une des plus emblématiques. Cet officier de la Border Patrol a reconnu avoir passé de la drogue pendant 6 ans pour le compte des cartels mexicains. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs découvrent 90 000 $, 1 kilo de cocaïne, de l'héroïne et des armes. Le cas Joel Luna est loin d'être isolé. Un douanier américain est arrêté chaque mois pour des faits de corruption. Dans ce document, publié par une ONG, tous les cas de corruption dans la Border Patrol depuis 2004. 210 affaires au total. Trafic de marijuana, cocaïne, méthamphétamine. Du simple garde-frontière aux officiers superviseurs. La Border Patrol est l'agence fédérale la plus corrompue du pays. Et malgré nos demandes répétées, son service de presse n'a pas souhaité répondre à nos questions. Côté mexicain, le cartel de Juarez aurait acheté des dizaines de policiers municipaux pour garantir son impunité. Mais même avec la complicité des forces de l'ordre locales, les passages de drogue peuvent très mal tourner et nous allons en faire l'expérience. Ce soir-là, un chef de cellule nous conduit chez une de ses complices.
El Flaco, comme on le surnomme, doit faire passer une grosse cargaison. 30 kilos au total. Bon, on y va maintenant. On va à la frontière et on va attendre le feu vert pour passer la marchandise de l'autre côté. Allez, on y va. À nouveau, nous sommes conduits sur les rives du Rio Grande, au même endroit que la dernière fois. El Flaco rejoint 3 complices. Bon, ça va? Tout est calme? Oui, c'est bon. Pour rejoindre la frontière, ils prennent tout simplement l'autoroute à contresens. Puis traversent le terre-plein central, en toute décontraction. Attends, il y en a une qui va passer. Allez, vas-y. Tu vois ces portes là-bas? Au moment de passer, elles vont s'ouvrir. Et comment vous les ouvrez? C'est un officier américain qui va l'ouvrir. Un agent de la Border Patrol? Exactement. Les trafiquants se pensent à l'abri de la police municipale qu'ils ont en partie corrompue, mais un autre service, la police d'État, serait elle sur leurs talons, en particulier ce soir. Quoi? Comment ça? Mais ils sont de quel côté? Putain de sa mère. Il se passe quelque chose. Putain. Mais elle est de quel côté, cette opération? Quel service? L'agence d'investigation? Les mecs, en voiture. Allez, allez, barrez-vous. Venez, nous on passe par en bas. Venez. Mais nous, on doit vous suivre, là? Mais oui, venez avec moi. Maniez-vous. Pour éviter de se faire prendre ensemble, le groupe se sépare en deux. El Flaco contacte son chef. On part se planquer, patron. Non, non, ils n'ont pas livré la marchandise. Allez, maniez-vous. L'autre partie de l'équipe nous récupère 500 mètres plus loin. Allez, montez, montez. Accrochez-vous. Tout va bien, les gars? Faut qu'on retourne à la planque. Mais qui vous a prévenu de cette opération? C'est les indices que nous avons dans la police. Ils nous informent quand il y a des opérations. Les flics venaient pour nous. Quelqu'un nous a balancé, les gars. Ils sont venus pour nous et ils savaient exactement où on était. Quelqu'un nous a vendus. Le détail et l'horaire du passage de drogue n'étaient connus que par quelques membres de son équipe. Putain de sa mère. Ce soir-là, un dénommé El Zorro aurait annulé sa participation à la dernière minute. El Flaco l'appelle. Il le soupçonne d'être la taupe. Allô? C'est quoi ce bordel, mec? Mais comment ils ont pu savoir? Mon cul, ouais. Quelqu'un nous a balancé. Ils savaient exactement où on était. Si un addict m'avait pas averti, on serait dans une sacrée merde. Putain, tu racontes que des conneries. Hé, mec, appelle les commandos et dis-leur d'aller chercher El Zorro. C'est cette
qui nous a balancé. C'est sûr que c'est lui. Mais si, on sait que c'est toi. T'es le seul qui savait. On t'a tout expliqué cet après-midi. T'as pas intérêt à bouger de chez toi. On va venir te chercher et si tu bouges, je te jure. C'était qui au téléphone, là? C'était El Zorro, c'est lui qui nous a balancé. On a fini par s'en rendre compte. On a fait notre enquête. Nos indices nous ont aussi confirmé que c'était lui la balance. Mais vous en êtes sûr? On va le choper et on va le faire disparaître. On sait qu'il bosse avec le cartel de Sinaloa. Allez, on se barre, les gars. Le cartel de Sinaloa, c'est le grand rival du cartel de Juarez. Depuis 2 ans, il tente de prendre le contrôle de la ville et de ses points de passage vers les États-Unis. Pour y parvenir, les mafieux du Sinaloa auraient même acheté la complicité de la police d'État. Dès le lendemain, El Flaco mène la vendetta contre la police et le cartel de Sinaloa. Le cartel de Sinaloa a placé des hommes à la tête du commandement de la police d'État. Donc nous, en représailles, on a enlevé des officiers de la police d'État. Ce sont des hauts gradés qui détiennent beaucoup d'informations. Donc on les a enlevés pour les interroger et leur faire cracher ce qu'ils savent. Oui, monsieur. Apparemment, le policier qu'il séquestre ne veut pas parler. Considérez que c'est déjà fait, monsieur. Vous aurez l'information ce soir. El Flaco répercute les ordres de son chef, sans état d'âme. Allô, Juanito? Bon, on a reçu l'ordre d'enlever son épouse pour que le flic se mette à parler. Tu prends les 2 flingues et tu pars m'enlever sa femme. On a eu l'information qu'elle allait à la salle de sport. Appelle les indiques pour qu'ils surveillent et dès qu'elle arrive, tu me l'enlèves. Tu me l'emmènes à la planque avec son mari. Quand il va voir sa femme, je te garantis qu'il va cracher le morceau. J'ai besoin de savoir où sont leurs planques. Je veux savoir qui sont les officiers qui protègent le cartel du Sinaloa. Je veux savoir qui ils sont. Je veux leur nom, leur domicile et leur adresse. Je veux tout savoir, et même ce qu'ils bouffent, c'est Débrouille-toi pour m'obtenir ces informations. C'est un ordre qui vient directement du patron. Mais l'épouse, elle n'a rien à voir dans cette histoire. Oui, exactement. Elle est innocente. Mais pourquoi s'en prendre à des innocents? On doit l'enlever, ce sont nos ordres. Même si on se salit les mains, il faut bien qu'on utilise les atouts qu'on a. On va enlever son épouse, et s'il ne veut pas parler, on va couper les doigts de sa femme les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il parle. À cet instant, nous sommes extrêmement mal à l'aise et démunis face à une situation que les narcos contrôlent totalement. Et je peux pas t'en dire plus. Parce que sinon, mes patrons, ils vont pas te laisser la vie sauve. Si jamais tu en sais trop, tu vois ce que je veux dire. La menace est à prendre au sérieux. L'an dernier, 9 journalistes ont été exécutés par les cartels mexicains. Quant aux policiers, ils sont 24 à avoir été assassinés en 2018, rien qu'à Ciudad Juarez. Les commissariats de la ville sont régulièrement mitraillés et dans les rues, le sang de la vendetta coule quotidiennement. 3 à 10 meurtres par jour pendant notre tournage. 21h, un autre est exécuté dans la boutique d'une station-service. La justice ici, elle n'existe pas. Les flics, ils ramassent les douilles, puis c'est tout. Il n'y a jamais d'enquête. Ils classent l'affaire et puis ils oublient.
Cette nuit-là se termine par un massacre à l'arme automatique dans une salle de billard du centre-ville. Les 5 victimes seraient des hommes du cartel de Sinaloa, abattus par El Flaco en personne et son fils de 17 ans, déjà tueur à gages pour le cartel. El Flaco aurait localisé ses ennemis grâce aux informations extorquées à l'otage policier et sa femme. Il est défoncé à l'héroïne et n'éprouve aucun remords. Exterminé dans un billard. Ça, c'est nous qui l'avons fait. On a eu l'info que 5 membres du cartel de Sinaloa y étaient. Nos chefs nous ont donné l'ordre d'aller les flinguer. C'est mon fils et 3 de ses potes qui sont entrés d'un côté et moi de l'autre. Et on les a butés, tous les 5. Pour nous journalistes, impossible de dénoncer ces crimes dans l'immédiat, sans risquer nos propres vies. Dans cette ville où les autorités sont elles-mêmes infiltrées. Quoi qu'il en dise, le procureur de Juárez et chef de la police d'État n'est peut-être pas impartial dans la guerre des cartels. Avant, il y avait effectivement un pacte de non-agression entre les organisations criminelles et le gouvernement. Donc ils n'agressaient pas les policiers et en contrepartie, ils n'étaient pas poursuivis dans leurs activités criminelles. Mais depuis 2 ans que je suis arrivé aux responsabilités, il n'y a plus aucun compromis ni accord avec le crime organisé. Mais il semblerait que votre administration soit dans une guerre ouverte avec le cartel de Juárez, précisément. Ce cartel en particulier a une réaction très vive aux enquêtes et aux opérations de la police. Ils ont attaqué les forces de l'ordre. C'est donc contre ce cartel que nous concentrons nos efforts. Les autres organisations, elles, n'ont pas réagi de la même façon. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun accord entre la police d'État et le cartel de Sinaloa. Il n'y a aucun accord. Nous les attaquons de la même manière. L'offensive du cartel de Sinaloa à Ciudad Juárez, c'est le dernier coup de force d'une organisation tentaculaire qui ne cesse d'étendre son influence. Sur plus de 1200 km, soit la moitié de la frontière, toutes les villes adossées au mur sont tombées sous son contrôle, comme Nogales, 20 000 habitants. La mafia du Sinaloa est organisée comme une multinationale, avec des centaines de cellules indépendantes, comme celle de Sergio, 20 ans de trafic sous la cagoule. Chaque cellule a une spécialité dans ce cartel. Nous, on ne trafique aucune autre drogue que la marijuana. On peut faire passer 100 kilos d'un coup, parfois plus. Ça dépend de la commande qui nous est passée par nos contacts aux États-Unis. On expédie à la demande. Sergio commande une cellule de 15 hommes. Il assure 2 à 3 passages par semaine. Ce jour-là, il doit acheminer une 50aine de kilos d'herbe. Vous êtes prêts, les gars? Prêt, chef. On va y aller. Ouvrez un sac pour leur montrer la marchandise. Valeur de la cargaison, 50 000 $. Regardez. C'est de la super qualité. De la pure weed pour les Amerlocs. Ici, elle vaut 500 $ le kilo. Et de l'autre côté de la frontière, elle passe à 1000, 1200 $. Même si 9 États américains en ont autorisé l'usage récréatif, la marijuana légale reste beaucoup plus chère que l'herbe de contrebande mexicaine. Bon allez, en route. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Tu devrais déjà être prêt. Regarde comme tu galères, là.
Il faut que tu sois plus vif, mon gars. C'est la première fois que vous faites ça? Oui, c'est ma première fois. Pourquoi vous le faites? Pour l'argent. Pour essayer de m'en sortir. Mais arrête de trembler, mon gars. Tremble pas, il va rien t'arriver. Chacune des 3 mules est payée 1000 à 1500 $ par passage, selon son expérience. Un gamin de 15 ans porte leur eau, car pour atteindre la frontière, ils vont devoir marcher pendant 6 heures. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on fasse gaffe, là. On va attendre un petit peu. Les trafiquants contactent leurs guetteurs postés sur le chemin. Ils surveillent les mouvements de l'armée mexicaine que le cartel a plus de mal à corrompre que la police. Comment c'est sur le terrain devant? Tout va bien? Ok, compris. Les militaires seraient à quelques centaines de mètres. Quatre heures plus tard, nous arrivons en vue de la frontière américaine. Je surveille la frontière pour voir s'il y a des flics. Une fois là-bas, on va escalader le mur. Et de l'autre côté, quelqu'un va venir récupérer la cam au point de rendez-vous. Nous ne sommes pas autorisés à approcher plus près. Le cartel souhaite garder le lieu de livraison secret. L'an dernier, 217 tonnes de drogue ont été saisies à la frontière. Une petite partie des quantités astronomiques qui passeraient sous les radars. Tant que l'argent des cartels pourra corrompre policiers et douaniers des 2 pays, difficile d'imaginer que le nouveau mur anti-drogue et anti-migrants voulu par Donald Trump puisse véritablement mettre un terme au narcotrafic.